Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers généraux, Christiane, Antoine, et vous qui êtes ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Mesdames, Messieurs, c'est à Stéphane Hessel que je veux devant vous m'adresser, à Stéphane Hessel dont je reste, avec Daniel Cordier, le plus ancien témoin de ce qu'il fut, lié à lui par une fraternité vieille de 70 ans, celle de la France libre londonienne et de nos 25 ans, loin avant qu'il ne devienne un apôtre mondialement connu et respecté. Stéphane, depuis notre rencontre à Londres, début 1942, dans nos uniformes de sous-lieutenant, toi d'aviateur, moi de fantassin, nos chemins n'ont pas cessé de se confondre, de se séparer, de se rejoindre, mais le lien ne s'est jamais rompu, parce que nous étions quasi jumeaux par l'âge, que nous avions eu des jeunesses dissemblables, mais pourtant comparables, nourris de la même culture dans notre beau Paris aux monuments couleur anthracite, qui était, en dépit de la crise économique, Paris lumière, fidèles l'un comme l'autre à un front populaire qui avait été notre espérance, frères, non pas seulement de la fraternité des volontaires français libres, mais pour avoir vécu ensemble à Londres 2 années de guerre exaltante, angoissante, au rythme des lunaisons qui rythmaient le parachutage et les atterrissages clandestins, et que scandait l'apparition d'agents, de chefs de mouvement ou de réseau qui repartaient à la lune suivante dans la nuit de la clandestinité, et parce que nous sommes restés notre vie durant entourés d'un cercle d'ombre, celle de déportés, exécutés, disparus sans laisser de traces, qui avaient été nos amis. Stéphane, je me sens, par ta mort, amputé. Affecté au service de renseignement du général de Gaulle, à la section R du fameux BCRA, il t'a fallu en apprendre le terrible métier, définir avec les Anglais les renseignements à collecter, fixer le mode de fonctionnement et les règles de sécurité des réseaux, préparer les agents à leur mission, trier le courrier arrivé de France, envoyer les messages aux opérateurs radio. Jeu terrible, où en 1942, ceux qu'on appelait les pianistes duraient rarement 6 mois. Tu as été l'officier correspondant de Christian Pineau, fondateur du mouvement Libération Nord, lorsqu'exfiltré sur Londres au printemps 1942, il accepta de devenir le chef d'un réseau de renseignement. Tu as choisi et envoyé en France pour être son second Pierre Delay, qui fut bientôt abattu en pleine rue par les Allemands. Tu as été plus tard l'officier correspondant de Gors Franklin et de bien d'autres. Tu as côtoyé tout un hiver Pierre Brossolette. Qu'en normalien, tu étais l'un des rares à tutoyer. Nos liens se sont resserrés. Après l'évasion de France de ma jeune femme Monique et l'arrivée à Londres de ta jeune femme Vitia, merveilleuse de culture, d'intuition et d'intelligence aiguë. Je ne peux oublier ce si bel après-midi d'août 1943 que nous avons passé marchant à travers Londres, Vitia et moi, auprès de Jacques Bingen, cet oublié de l'histoire qui, après Jean Moulin, allait faire jusqu'à mars 1944 fonction de délégué général en France occupée, et que nous avons accompagné jusqu'à la petite maison de Dorset Square, dernier relais londonien vers la clandestinité, où des Britanniques lui donnèrent ses vêtements français, ses faux papiers et la pilule enrobée de caoutchouc qu'il mordit 9 mois plus tard. Au printemps 1944, Stéphane alias Gréco, tu as rejoint la clandestinité pour coordonner les transmissions radio en prévision du débarquement. Arrêté, questionné 28 jours par la Gestapo de l'avenue Foch, déporté à Buchenwald, voué à la pendaison comme tant d'autres missionnaires du BCRA,
et du service secret britannique SOI, dont les Français ont trop facilement oublié que sans lui, la résistance n'aurait pu être ce qu'elle a été, retrouvant sous le pyjama rayé l'indomptable Hugh Thomas, le compagnon de Brossolette à qui tu allais devoir la vie, ou le capitaine Frager qui demanda en tant qu'officier la grâce d'être fusillé et non pendu, et le petit Pertchouk, un des 104 agents clandestins britanniques morts pour notre liberté, dont tu aimais les si beaux poèmes d'espérance et qui fut pendu à 22 ans, 10 jours avant la libération du camp. Tu n'as échappé au supplice que par ta substitution providentielle à un jeune déporté qui décéda du typhus et dont te fut donnée l'identité. D'autres camps ensuite, une évasion, une nouvelle arrestation, Dora, où l'on tutoyait la mort. Multi-rescapé, tu as pu dire que ta liberté retrouvée était une seconde naissance. Dans une vie dont on mesure aujourd'hui combien elle fut un grand destin, ces expériences du service secret, de la vie clandestine, de la déportation ont été, après le lettre classique, le second volet de ta formation. On ne comprend pas sans elle tes engagements ultérieurs et moins encore la mission que tu t'es assignée depuis 15 ans, car rien n'annonçait alors le juste parmi les nations que tu es devenu. Jeune garçon protégé et chéri, grandi dans le milieu parisien des artistes d'avant-garde, élève brillantissime 2 fois reçu à l'école normale supérieure, féru de poésie et qui te voyait volontiers poète comme l'avait été ton père, porteur déjà en mémoire d'un immense trésor poétique ambulant où le français le disputait à l'anglais et à l'allemand. Je t'ai connu jeune officier charmeur qu'animait la passion de plaire et le goût de l'irrespect, dont on appréciait la compréhension des autres et une gentillesse qui n'était jamais complaisance, sans égal pour rédiger des messages codés surréalistes et mystérieux que diffusait la BBC dans le style « La lune est pleine d'éléphants verts » ou « Melpomène se parfume à l'héliotrope ». Tu étais convaincu déjà que la recherche d'une plus grande justice sociale est l'objectif normal de la démocratie, qu'elle se nourrit de l'engagement de citoyens responsables et que la vie n'a de sens que si elle mène à un surcroît de liberté créatrice. Entre Londres, Buchenwald et Dora, tu as découvert de surcroît le tragique et l'horreur des temps, mais aussi auprès du général de Gaulle, le pouvoir, parfois, de l'action individuelle. Après la guerre, ton affectation aux Nations Unies a complété le cycle formateur. Tu as vécu de près l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tu as découvert les devoirs envers ce qu'on appelait le tiers-monde. Tu étais mûr pour une vie où l'engagement pour les droits de l'homme et la justice ont fait de toi une des consciences de notre temps. Je ne rappellerai pas les étapes d'une carrière. Nous avons été côte à côte auprès de Mendès France en 1954, dans l'espoir d'une rénovation de la 4e République, espoir brillé par la coalition de l'aveuglement et des haines. Tu as été dans les années 60 le cofondateur et l'animateur du Club Jean Moulin, prototype de tous les actuels think tanks, appliqué à définir les réformes nécessaires à une France démocratiquement efficace et exempte des avatars des dérives monarchiques. 40 ans au service de l'État t'ont propulsé sur les lieux brûlants où l'on pouvait espérer négocier une relation nouvelle entre Nord et Sud, à de grands postes aussi, ou rarement suivis. Tu espérais démêler des complexités à force de clarté d'esprit et inspirer une politique plus compréhensive et généreuse envers les pays en voie de développement. C'est passé 70 ans que, dégagé de toute fonction officielle, sans autre moyen que la parole, tu as montré ce que pouvait être l'action citoyenne face à la crise de notre société. Cette crise qui marque la fin d'un cycle long de l'histoire,
celui des 5 siècles de la prépondérance européenne, de ses surprofits et de ses éblouissantes réussites, une crise assortie d'une financiarisation qui voudrait nous ramener aux inégalités sociales du XIXe siècle. Dans le désarroi montant, dans le scepticisme croissant à l'égard du politique, tu as fait entendre une voix qui, à la faveur du vide, a passé les frontières jusqu'à rencontrer des milliers d'échos jusqu'à la lointaine Corée. L'indignation n'était pour toi que préalable à l'action, sans jamais pontifier, avec même la respectueuse irrévérence où tu te complaisais et ce goût souriant du bonheur, ta voix de jeune nonagénaire a dit non pour rejeter le règne délétère de l'argent roi et rappeler les principes qui devaient s'imposer, ceux qui peuvent faire une France plus solidaire, une planète moins inégalitaire et enfin tolérante. Je ne t'ai pas suivi en tout point, ni dans ton engagement extrême dans le conflit israélo-palestinien, ni dans la caution résolue à un écologisme que je trouvais parfois sans nuance. Mais ton refus de l'inacceptable et ta leçon d'espérance font qu'aujourd'hui, un peu partout, des anonymes portent ton deuil. Stéphane, moi qui connais maintenant tellement plus de morts que de vivants et qui reste seul ou presque sur la rive, je te dis merci. Merci de l'exemple de ta vie. Merci d'avoir renouvelé avec élégance et sourire le geste auguste du semeur. Merci d'avoir joint la passion de la justice à l'émerveillement poétique. Toi qui savais des laits pour les reines, les complaintes de nos aînés, des hymnes d'esclaves aux murènes, la romance du mal-aimé et des chansons pour les sirènes.